24 juillet 1315. Le roi Louis X le Hutin a convoqué l'Ost, la grande armée de France, pour marcher vers le nord. Adossé de toutes parts à une réalité naturelle, mer, fleuve ou montagne, le royaume, par la plaine de Flandre et les forêts d'Ardennes, est grand ouvert au malheur. C'est dans cette brèche de brume et d'hiver où se forment les mauvais rêves que la France prend ses rendez-vous avec l'histoire. Une fois de plus, les Flamands des communes se sont rebellés et leur comte a pris leur parti contre son suzerain, le roi de France, Louis le Hutin. Il pleut. Il pleut comme on n'a jamais vu pleuvoir. Une pluie lourde, insistante, poisseuse, qui embourbe les chariots, ruisselle sur les chapeaux de fer, corrode les épées. La Lys en crue barre tout passage. Il faut s'arrêter et établir le camp près de l'île, sous un déluge. Dans la tente royale où flotte l'oriflamme de France, rouge, brodée de flammes d'or, tous les grands du royaume sont assemblés autour du souverain. Philippe de Poitiers, frère de Louis. Robert, comte d'Artois, flanqué de ses rudes barons qui sont à sa tante Mao, mais qu'il traite bien en ripaille et en fille pour se les rallier. Charles de Valois, l'oncle du roi, bon capitaine mais détestable gouvernant, qui trouve sous les armes à employer ses turbulentes ambitions. Charles de la Marche, frère cadet du roi. Louis d'Évreux, l'autre oncle du roi, et Gaucher de Châtillon, le connétable. Le Hutin, roi brouillon, que vois-tu à travers la pluie? Tu es roi depuis 6 mois. Ton père, Philippe, avait laissé la France en situation de première nation du monde occidental. Tu as détruit toutes les institutions du roi de fer et fait pendre aux fourches de Montfaucon Enguerrand de Marigny, le recteur général du royaume. Tu laisses ton oncle Valois gouverner à ta place. Que cherches-tu dans ce plat pays? À tromper ton impatience de voir arriver la belle Clémence de Hongrie, dont tu vas pouvoir faire ta femme, maintenant que Marguerite de Bourgogne a été étranglée sur ton ordre? Ou bien, ne parvenant pas à te sentir roi sur le trône ou dans ton lit, veux-tu recevoir l'onction des armes? Il pleut. Il pleut toujours. Il pleut encore. Messire connétable. Sire. Votre métier, c'est la guerre? Oui, sire. Depuis 40 années. Et bien faite, la guerre! Sire, j'ai fait ployer les Espagnols. J'ai déjà fait ployer les Flamands. Je ne peux pas faire céder le ciel. À genoux, les Flamands! Dans la boue! Et mon pied sans la nuque! Sire, j'aurais dû vous prier plus nettement de vous en mettre à mon conseil. J'étais d'avis qu'on s'arrêta plus tôt, sur quelque hauteur, au lieu de plonger dans ce bourbier. Bourbier ou pas, nous y sommes. J'ai eu grand tort de ne pas faire rebrousser. J'ai craint qu'on me dise que j'avais peur. Et les Flamands? Ils sont en face, de l'autre côté de la rivière. Combien sont-ils? En aussi grand nombre que nous, sire. Les guerres plus heureux. Ah, ils ont l'avantage d'être plus près de leur ravitaillement et soutenus par les peuples de leur bourg. Allons, Gaucher. C'est cette méchante pluie qui vous assombrit l'humeur. À qui ferez-vous croire qu'une bonne chevauchée chargeante ne ferait pas s'égailler comme moineau cette piétaille? Ce ne sont que des tisserands. Charles, vous n'étiez pas à Courtrai, voici 13 ans. Moi, j'ai vu cette piétaille face à nos chevaliers qui les avaient chargés. Ces tisserands, comme vous dites, les ont renversés de leur monture et découpés au couteau dans leurs armures. Les Flamands n'ont pas daigné faire de prisonniers. Il faut croire que je manquais. Cette fois, je suis là. Mal. Tout va mal. Dans l'attente du roi, ça discute ferme. J'attaque, j'attaque pas, on lève le camp, on donne l'assaut. De toute façon, c'est la pluie qui aura raison. Regardez, les filles folieuses. On en a emmené avec nous de bonnes charretées, sous la conduite des patrons de Bordeaux. Et monseigneur Robert d'Artois, un fameux compagnon, celui-là, les a installés près de son campement.
C'est par ici, vous pouvez pas vous tromper. Ça sent le cuir mouillé, le vin suri, le purin, sans parler de l'excrément qui offense un peu le nez. Arrête-toi! 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 Allez! Arrête-toi! Arrête-toi! Verse! Allez, verse! Allez, arrête-toi! Arrête-toi! Assez! Assez! Mes beaux seigneurs, savez-vous à quoi je pense? Au mien, auquel les batailles de Flandre ne valent guère. À mon père, le comte Philippe, blessé à mort au combat de Furnes. Nous sommes dans son trèfle. Et à mon grand-père, Robert, navré raide, 4 années plus tard, à Courtrai. Ah, mes jolis monstres! Contez-moi un peu comment ma bonne tante Mao vous traite bien. Allez! Avec l'aide de sa tribu d'Hirson, le chancelier en tête et le trésorier. Dites-moi un peu comment elle vous accable de redevance et vous refuse vos droits. Elle a raison! Des moutons. Voilà ce que vous êtes devenus. Des moutons conduits par une femelle. Il suffit, monseigneur. Je le jure. Si demain nous livrons bataille et qu'un de ces Hirsons passe à portée de moi, je le perce. De part en part. On mettra la charogne sur le compte des Flamands. Allons. Mes beaux seigneurs, un peu d'ordre dans l'esprit. D'abord la guerre du roi. Elle nous donne bonne occasion. Mais après, mes féaux, mes compagnons, mes terribles, après, rentrez tout droit en Artois et fessez le cul des agents de Mao. Semez l'horreur chez ces chiens. Place nette et nous rétablirons, je vous le promets, nos fortes coutumes, comme elles étaient du temps de mes pères. Messire, jurons de ne pas nous séparer avant que notre bon sire Robert ne nous ait été rendu pour être notre comte. Nous le jurons! Vous avez vu, frère Évrard, des tonneaux bornés comme des buses. Ils sont d'une seule pièce qui pèse lourd et ne vaut rien. Je souhaite de toute ma haine qu'ils crèvent tous. Je ne suis venu ici qu'avec l'espoir de voir le roi de France oxyner un bon coup d'épée et tous ses porcs avec lui. Que vos prières soient exaucées, maître Jean. Par Dieu, s'il se peut. Sinon, par le diable. Ne m'appelez point maître ici. Frère Évrard, gagnez Avignon. Trouvez le cardinal Caetani. Dites-lui que je parle au nom de mon oncle Jacques de Molay et de tous les frères templiers cachés en France, et que nous le voulons pour pape. Nous l'appuierons non seulement de nos prières, mais de nos mains. Allez, utilisez le sauf-conduit pour sortir du camp. Et quoi qu'il arrive, même sous les tourments, n'oubliez pas que vous ne savez rien, que vous ne m'avez jamais vu. Nourri de sa haine, frère Évrard descendait vers le sud, sous la pluie. Un cortège venait en sens inverse sur la route d'Avignon. Celui de Clémence de Hongrie, débarqué à Marseille après une affreuse traversée, et qu'accompagnaient le fidèle Bouville et son ami le jeune Guccio, neveu de Tolomei le Lombard. Des 4 coins du toit de la litière de la princesse, l'eau coulait comme de gargouilles d'église. Nous allons pouvoir repartir, madame. Et messire de Bouville? Il est allé s'enquérir de l'état du chemin et savoir si les eaux n'ont pas coupé. Comment est le ciel, Guccio? Noir, madame. Est-ce donc ainsi la douce France, au plein de l'été? Ce n'est pas un été comme les autres, madame. C'est celui de votre bonheur. Madame, bienvenue en Avignon. L'union de la nièce du roi Robert avec le trône de France exauce mes prières. Alors, monseigneur, ce conclave. Il n'y en a toujours point.
Nous continuons à être dispersés, les uns à Carpentras, d'autres à Orange, nous-mêmes en Avignon, et Caetani à Vienne. Vous voyez, messire, qu'il était inutile de se tourmenter à propos de cette annulation dont vous étiez venu l'an passé m'entretenir pour votre maître. La Providence pourvoit souvent aux souhaits des puissants, pour peu qu'on l'aide d'une main ferme. De quoi est morte Madame Marguerite de Bourgogne? Des rigueurs de la prison, madame, et du chagrin de ses fautes, sans aucun doute. Que voulait dire le cardinal en parlant de cette main ferme qui aurait aidé la Providence? Le cardinal est un homme étrange. J'avoue ne point toujours parvenir à le suivre dans tous les détours de son esprit. Je pense qu'il voulait dire que la geôle est un régime sévère si le geôlier est ponctuel, et que cela peut suffire à abréger les jours d'une femme. Quel temps, messire? Il pleut toujours, madame. En Campanie, le ciel doit être bleu. Sire, mon neveu, l'inaction nous gâche autant que la pluie. On ne peut rester plus longtemps en ce lieu où tout s'abîme à la fois. L'âme des hommes et le poil des chevaux. Quel est votre conseil, mon oncle? Déloger, dès demain. Trouver un passage à la rivière en amont. Courir sus aux Flamands et avant le soir, les avoir culbutés. Avec des soldats sans vivre et des montures sans fourrage. Raison de plus pour attaquer tout de suite. Demain, c'est la Flandre qui nourrira hommes et chevaux. Sire, c'est folie. Vous allez vous faire tailler ou vous faire noyer. Votre plan, Gaucher? Ben, si vous m'en croyez, il faut retirer l'armée sur une hauteur, près de Tournai ou Saint-Amand. Laisser les viandes venir, les eaux s'écouler. On voit bien, cousin connétable, que vous touchez 100 livres la journée quand le roi chevauche avec l'ost. Et que vous avez peu d'intérêt à abréger la guerre. Cousin, je suis au devoir de vous rappeler que le roi lui-même ne peut marcher sus à l'ennemi tant que le connétable n'en a pas donné l'ordre. Et cet ordre, en l'état des choses, je ne le donnerai point. Mais le roi peut toujours changer de connétable. Mon frère, je partage entièrement le conseil de Gaucher. Nos troupes ne sont point en mesure de se battre sans s'être restaurées une bonne semaine. C'est aussi mon avis. Et ces Flamands, on ne les châtiera donc jamais. Retraite ou défaite, sire, voilà le choix. Attaquez, mon neveu. Nous avons faim, nous pataugeons. Nous discutons au lieu d'agir. Cette attitude de vaincu, les Flamands doivent faire de même. Le premier qui sortira de ce bourbier aura bataille gagnée. Madame Clémence est à Lyon et vient vers nous. Les sires de Bouville me le fait mander. Il va décider la retraite. Mieux vaut qu'il se souvienne que nous la lui avons conseillée. Sire, mon cousin, je devine votre souci. Vous n'avez point assez de moyens d'argent pour maintenir ce grand hoste à ne rien faire. En outre, votre nouvelle épouse vous attend. Que nous avons tous hâte à voir reine. Comme nous avons tous hâte à vous voir sacré. Mon conseil... Donnez-le. C'est de rebrousser, sire. Vous tirerez autant de gloire d'un grand sacre que d'une bataille aventureuse. Renoncez donc pour le moment à châtier ces mauvais Flamands. Nous reviendrons en même nombre au printemps prochain et nous les battrons. Mon cousin, vous avez parlé sagement. Mais je jure devant Dieu, qui vient de nous manifester son avertissement, que si je suis encore en vie l'an prochain, j'irai envahir les Flamands et n'aurai avec eux nulle accordance, qu'ils ne s'abandonnent en tout à ma volonté. Messire connétable, que l'armée reparte donc, puisqu'elle ne peut poursuivre. C'est fait. Combien? 22 livres. Peste.
Les magiciennes font bien payer leur science. Elles risquent gros. Combien? Combien as-tu gardé pour toi? Juste de quoi m'acheter cette robe d'écarlate que vous m'aviez promise et que vous ne m'avez point donnée. 22 livres. C'est une idée à toi, ça. Enfin, espérons qu'elle réussira aussi bien que le poison dans les chandelles de Nogaret. Moi, je ne crois pas au filtre pour se gagner un adversaire. Il faut y croire, madame. La recette en est bonne. Il suffira de mettre cette poudre dans une boisson, de la faire avaler au comte de Poitiers, et avant peu, vous le verrez repris d'amour pour son épouse. M'as-tu bien dit la vérité lorsque tu as vu Jeanne à Dourdan? Pauvre enfant, 15 mois de prison. Comment est-elle? La comtesse de Poitiers va bien, madame, aussi bien qu'il se peut. Elle a le teint clair et n'a que peu maigri. Elle est soutenue par l'espérance et les soins que vous prenez d'elle. J'ai tiré un peu de sang de son bras droit, mélangé à de la verveine, de la mourette et de la livèche. C'est remède infaillible contre le désamour. Ah, mon beau-fils, que je suis aise de votre venue. Savez-vous à quoi je m'occupais? Je me faisais lire l'état de mes biens pour dicter mes volontés dernières. Toutes les méchancetés de Robert avancent ma femme, mon beau-fils. J'ai su que mes vassaux, assemblés par lui, ont prêté serment contre moi. Comme vous voyez, j'avais fait sortir mes atours de guerre. Vous ne reprenez pas un peu d'Hippocrate? Ma Béatrice le réussit comme personne. Philippe, quels sont vos sentiments pour ma fille Jeanne? Enfin, Philippe, comment Jeanne aurait-elle pu vous trahir? Elle n'aime que vous. Et à la folie. Rappelez-vous ses cris lorsqu'on l'a emmenée dans son chariot noir. Dites à Monseigneur Philippe que je suis innocente. Je sais, j'étais à Maubuisson. Et depuis 15 mois que la voilà à Dourdan, pas un mot amer contre vous. Rien que des paroles d'amour et des prières à Dieu pour se gagner votre cœur. Ah non, je vous assure, vous avez là une épouse fidèle, plus dévouée que beaucoup et qui a été durement châtiée. Elle avait été gravement coupable. Par faiblesse. Elle devait m'informer de l'inconduite de ses belles-sœurs. Elle est bonne, elle s'est laissée entraîner. Marguerite a abusé de son amitié. C'est Marguerite, la pécheresse, la dévergondée, la catin. Ce que je vais vous dire va vous surprendre, Philippe. J'ai de la compassion pour cette pauvre Marguerite. Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré. On m'a toujours assuré au contraire qu'il était normal de ce côté-là. Encore qu'un peu effarouché ou violent sur la chose, mais en tout cas nullement empêché. Vous n'avez pas comme moi les confidences des femmes. Philippe, parlons clair. Pensez-vous que la petite Jeanne de Navarre soit de votre frère ou du galant de Marguerite? Mon oncle Charles de Valois affirme qu'elle est bâtarde, et Louis lui-même, par la façon qu'il a d'éloigner cette enfance, semble le confirmer. Vous voyez bien. Et par contre, mon oncle d'Évreux, et bien sûr ses parents de Bourgogne, la tiennent pour légitime. Et pourquoi me posez-vous cette question? Pour rien. Je pensais simplement que s'il arrivait malheur à Louis, qui n'est pas bien fort de santé, vous êtes dans le moment le second en ligne de succession. Tandis que si la petite Jeanne est déclarée bâtarde, alors vous devenez le premier. Et c'est à vous de régner. Tout ce que votre frère entreprend va à la traverse. En vérité, je vous le dis comme je le crois, vous auriez fait un bien meilleur roi que lui. Vous êtes fait pour être roi, Philippe. La nouvelle épouse qui lui arrive de Naples fournira peut-être à mon frère un héritier. S'il est capable de procréer ou si Dieu lui en laisse le temps. Philippe, sauvez ma fille Jeanne de la mort. Quelle mort? Elle n'a pas mérité le sort qu'on lui prépare. Qui donc la menace? Robert! Allons, la haine vous égare. Robert se soucie peu de Jeanne. Saviez-vous, mon fils, qu'il était de connivence avec votre sœur Isabelle pour machiner la perte de mes filles et de Marguerite? Vous en laissez trop compter. Je l'ai vu, ce grand gueux, à cette place-là, tenez, venir lui-même m'annoncer mon malheur, la mine tout apitoyée. Et je l'ai cru sincère. Il se pourléchait le putois, mais cela ne lui portera pas bonheur. Vous n'avez que Robert en tête, de même qu'il n'a que vous. Il suffit que l'un de vous deux entre dans un clan pour que l'autre aussitôt se range dans le clan adverse.
Il y a entre vous comme une sorte de passion à rebours. Saviez-vous où était ce Satan de Robert le jour où l'on a trouvé Marguerite morte? À Château-Gaillard, à l'intérieur de la forteresse. Blanche a tout entendu, elle a pu me faire parvenir le message. C'est une grave accusation que vous portez là. Entendez-moi, Philippe, il va les tuer les unes après les autres. Il peut tout obtenir du roi, ils sont complices du même meurtre. Robert va s'acharner sur ma descendance et s'ouvrir les portes de l'Artois en massacrant mes filles prisonnières. Je suis veuve, seule, sans défense. Je ne veux pas mourir en laissant mes enfants livrés à ce chacal. Ma mère, nous parlerons de tout cela au sacre, où nous allons nous revoir promptement. Que Dieu vous garde. Il en a bu plus qu'il ne fallait. Vous verrez, madame. Avant peu, monseigneur de Poitiers ira à Dourdan. Je crois qu'il nous ferait un fort bon roi si nous venions à perdre le nôtre. Clémence de Hongrie allait de surprise en surprise. Elle pensait que son mariage serait le prélude à 2 semaines de fête, avec joutes, jongleurs et ménestrels, selon l'usage des noces princières. Mais ce roi, si impatient de la rejoindre qu'il licenciait son armée, lui offrait une noce de village. Ce 13 août 1315, à Saint-Lié, en Champagne, Valois, gros frelon doré, a conduit la fiancée à l'hôtel. Louis a marché seul. Aucune des femmes de la famille n'était là. Clémence regardait Louis. Elle se surprit à penser que si on lui avait donné à choisir entre les 3 princes de France, elle aurait préféré le comte de Poitiers. Louis regardait le visage de Clémence triomphant dans sa beauté calme. Elle ne ressemblait en rien à Marguerite. Il fut rassuré. Auprès de cette blonde, son corps n'aurait pas à redouter de défaillance. Un coup de tonnerre éclata soudain, et comme il passait au doigt de Clémence un anneau trop large, la pluie se remit à tomber. Allez, empiffrez-vous, mes beaux seigneurs. Tiens, à toi, Soastre. Attrape Comont. Sur ton cul, Comont. Tes idées vont être brouillées. Oh, Comont. Le roi, notre sire, défend qu'on pisse dans l'escalier par lequel la reine passera. Sire, est-ce coutume en France que les femmes de la parenté n'assistent point au mariage? Cette guerre avec les Flamands a quelque peu dérangé nos projets. Madame de Valois et Madame d'Evreux, à tout le moins, devaient être là pour vous accueillir. La pluie les aura retardés. Et s'il y avait eu les femmes, sire, vos barons, qu'ils se fussent comportés ainsi? Les barons de France sont à vos pieds, madame. Du vin! Encore du vin! Ah, je veux bien ne pas pisser! Je veux pas me passer de boire! À vos pieds avec toute leur grâce. De toute façon, ma sœur, vous n'auriez pas eu l'occasion de connaître mon épouse. Et pourquoi donc, mon frère? Parce qu'elle est encore enfermée au château de Dourdan. Sire, mon frère. Oui?
En ce jour de bonheur pour vous, je vous requiers de lever la peine qui fut infligée à Jeanne, mon épouse. Ces erreurs n'étaient point crimes, mais je sais qu'elle s'en est repentie. Debout. Debout! Sire, mon cousin! Sire, mon époux. Continuez, madame. Sire, mon époux, pour l'amour de moi, accordez à votre frère la grâce qu'il sollicite de vous. Ce jour-d'aujourd'hui est un jour d'accordail, et je voudrais que toutes les femmes de votre royaume fussent heureuses. Il n'est rien, mamie, que je ne veuille faire pour vous plaire. Mon frère, vous pouvez reprendre Madame Jeanne et la ramener parmi nous quand il vous plaira. Voilà bien ce que je voulais éviter. Mon frère, j'ai votre parole royale. Merci, madame ma sœur. Vous disiez, mon cousin Robert? Nous voulions simplement boire au bonheur de la reine, sire, qui porte bien son nom de Clémence. À la reine! À la reine! Et pour Blanche, sire mon frère, que décidez-vous? Blanche, jamais. À l'issue de cette épuisante journée, Clémence était si lasse que, pour elle, les événements de la nuit s'étaient déroulés comme dans une autre vie. Elle avait été simplement soumise, les choses devant se passer ainsi. Louis a sombré dans la béatitude. La chance l'a servi. Émotion, fatigue, déception, tout ensemble lui ont livré Clémence. À plusieurs reprises, il a triomphé de ce beau corps. Il a vaincu ses fantasmes. Jamais encore il ne s'est senti roi comme cette nuit. Le roi, à peine marié, des troubles éclatent dans le nord de la France. Les barons d'Artois, ainsi qu'ils l'ont promis à leur comte Robert, parcourent le pays avec leurs bannières, tâchant de gagner les populations à leur cause. Mais sire Denis d'Hirson, vous savez que nous avons fait défense à votre frère Thierry, chancelier de Madame Mao, de reparaître en Artois, le donnant pour mort s'il s'y montrait. Or, chaque jour de Dieu, les sergents de Madame Mao s'emploient sous menace de bâton ou de prison à récolter des témoignages favorables à l'administration de votre frère. Nous ne voulons plus de messire Thierry. Nous voulons pour suzerain notre comte Robert. Carré avec nous. Vive le comte Robert. Carré! Carré! Vive le comte Robert! Là, c'est bien. À présent, le tue. Denis d'Hirson, nous vous ordonnons sous serment de renier votre frère Thierry et de dire tout haut que vous requérez, comme nous, qu'il n'ait plus jamais licence de fouler cette terre d'Artois qui est nôtre. Renie. 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 Dites, je renie mon frère Thierry d'Hirson. Je renie mon frère Thierry d'Hirson. Je renie mon frère. Thierry d'Hirson. Thierry d'Hirson. Sous serment. Sous serment. Sous serment. Monseigneur Robert nous fait savoir que Madame Mao, entourant son déplacement de beaucoup de secrets, arrive en Artois. Elle sera ici demain. Madame, laisse-moi. Laisse-moi respirer l'odeur de la terre mouillée. Je n'ai vu que des murs depuis 16 mois. Madame, je vous en prie, venez. Madame Mao a bien recommandé de ne point vous montrer dès que nous serions en Artois. Es-tu bien sûre que mon époux n'a pas pris d'autre attachement pendant tout ce temps? Je vous l'assure, madame. Et d'ailleurs, monseigneur de Poitiers aurait-il tourné les yeux vers d'autres femmes qu'il ne pourrait plus y penser maintenant, après avoir vu ce philtre qui va vous le rendre tout entier. Voyez, c'est lui qui a demandé au roi votre retour. Où est la comtesse Mao? Où se cache-t-elle? Elle n'est pas là. Elle est en son château de Hédin. C'est moi qui voyage en sa litière. Je suis la comtesse de Poitiers. Il est dangereux, madame, de se promener en Artois sans une bonne escorte. Nous allons vous accompagner. Ils ne m'ont
pas reconnu. Ne dites pas mon nom. Que veux-tu faire, Soistre? Nous n'avons pas la mère. Gardons la fille. Eh bien, mes méchants sires, vous qui courez les routes, me dit-on, pour qu'on rétablisse les bons usages de la chevalerie, c'est tout ce que vous savez faire. Vous en prendre à ma fille et aux nobles dames de sa suite. Allons, répondez. Aimeriez-vous qu'on s'attaquât à vos femmes et à vos pucelles lorsqu'elles cheminent sur les routes? Et croyez-vous ainsi me faire fléchir? Que désirez-vous de moi? Allons, dites quelle excuse à vos forfaits, pour lesquels je demanderai punition au roi. Parle. Dis ce que tu dois. Madame, nous sommes des hommes simples, attachés à 2 ou 3 coutumes que nous voulions séant recouvrer. Pour l'heure, nous sommes en force et nous tenons en otage la tête de Thierry d'Hirson contre votre liberté, celle de votre fille. Et dire que c'est avec vos ancêtres que le roi Saint-Louis a fait les croisades. Belle noblesse de France, en vérité, que celle qui s'en prend à 2 femmes seules. Et voilà à quoi vous engage votre monseigneur Robert. Seulement, il vous a mal renseigné. Vous avez pris la femme, voici le mari. Alors, messeigneurs, vous êtes mécontents? Eh bien, nous aussi. Si nous nous entêtons de part et d'autre et usons de violence, nous n'arriverons à rien de profitable. Soistre. Comment? Je vous salue. Mon bon cousin de Fienne, je n'attendais pas votre visite en telle compagnie. Ainsi, tenant mon épouse, vous vous êtes fait abaisser le pont-levis. C'est de bonne guerre. Et Madame Mao ne pouvait s'y opposer. Mais, messire de Soistre, vous avez traversé 3 enceintes désertes. Oui. À présent, prenez la peine de regarder vers le dehors. Ne voyez-vous pas 2 compagnies d'archers? 800 hommes, c'est de bonne guerre. Fuyons. Pourquoi donc? Encore une fois, je vous dis que nous voulons éviter la violence. Et je prie votre suzeraine de ne point user des armes contre vous. N'est-ce pas, ma mère? Tentons de résoudre autrement nos différends. Parlez, messeigneurs, et librement. Je vous écoute. Monseigneur, les barons d'Artois sont turbulents, rudes, mais fidèles. S'ils ont scellé alliance entre eux, ce n'est point contre le roi, mais contre leur suzeraine. Et ils ne s'y sont pas résignés avant d'avoir épuisé toutes les espérances de se faire entendre. Nous requérons qu'on restaure nos bonnes coutumes qui nous ont été données par le roi Saint-Louis. Nous réclamons qu'on renvoie le chancelier Thierry d'Hirson, dont les agents nous pillent et nous grugent. Mais Madame Mao vous a promis, me semble-t-il, de faire appliquer les coutumes et de procéder à enquête sur l'action de ses prévôts, de ses officiers, de son chancelier lui-même. Mes compagnons, monseigneur,
n'ont plus confiance en la comtesse Mao. Elle a trop promis, trop rusé. C'est trop joué de nous. La trêve vous est demandée au nom du roi. C'est donc au roi que vous faites affront en doutant de sa parole. Et le royaume ne doit plus tolérer à ces marches, agitations et désordres. Mais Monseigneur Robert d'Artois nous avait assuré qu'il avait parlé au roi. Je vous attendais bien là. Prenez garde, mes bons sires, à ne pas trop écouter les avis de Monseigneur Robert, qui parle un peu facilement au nom du roi, mon frère, et vous fait travailler pour son compte. Monseigneur Robert a perdu voici 6 ans sa cause contre Madame Mao. Et le roi, mon père, en a jugé lui-même. Ce qui se passe en ce comté ne regarde que la comtesse et le roi. Remettez-vous-en à son arbitrage. Ah, mon fils, vous m'avez sauvé. Je n'aurais pas su montrer tant de patience. Je vous ai gagné un répit de 15 jours. Les coutumes de Saint-Louis. Ils commencent à me lasser tous avec les coutumes de Saint-Louis. À les entendre, on croirait que mon père n'a jamais vécu. Et pourquoi faut-il chaque fois qu'un grand souverain a fait progresser le royaume qu'il se trouve des sots pour s'obstiner à revenir en arrière? Et mon frère qui les encourage. Philippe, votre femme, hélas, nous lui avons offert de bien étranges retrouvailles avec la liberté. Conduisez-la dans vos appartements, on vous y montera à souper. Dieu soit loué. Nous avons refait le second couple du royaume. On n'est pas reine pour être heureuse. Vous êtes injuste, madame. Notre bon sire Louis vous comble de bienfaits. Je sais. J'ai plus de maison que je n'en puis rêver. Mon époux m'offre des forêts et des manoirs, comme on offre des bijoux. Tout cela, Angelina, et même tout l'art des orfèvres, ne saurait remplacer notre soleil, la mer et la douceur de vivre à Naples. Il fait froid, Angelina. Froid au cœur. Ma nièce, je vous apporte une nouvelle qui va fort agiter la cour. Votre belle-sœur, Madame de Poitiers, est grosse. Les matrones l'ont certifié ce matin. Je suis fort aise pour Madame de Poitiers. Elle peut vous avoir de la reconnaissance, car c'est bien à vous qu'elle le doit. Si vous n'aviez pas demandé son pardon, le jour de vos épousailles... Dieu me prouve que j'ai bien fait, puisqu'il vient de bénir cette union. Il semble, ma nièce, qu'il bénisse moins rapidement la vôtre. Vous savez que je n'aime pas mâcher les choses que j'ai à dire. Louis remplit-il bien ses devoirs auprès de vous? J'entends ses devoirs d'époux chrétien. Ses devoirs de corps, si vous préférez. Je ne vois pas que Louis ait en rien à être repris sur ce point. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de vous alarmer déjà. Mais enfin, honore-t-il bien régulièrement votre couche? Presque chaque nuit, mon oncle, si c'est cela que vous cherchez à apprendre. Eh bien, souhaitons. Comprenez, ma nièce, que c'est moi qui ai fait ce mariage. Je ne voudrais pas qu'on me reprochât un mauvais choix. Les femmes de ma famille sont fécondes et le prouvent en maint royaume.
Ma tante Marguerite, votre première épouse, ne vous a pas donné motif de vous plaindre que je sache? Non. Si donc il y a empêchement aux vœux que vous formez, il ne saurait venir de mon sang. Et sur ce point, messire, nous avons assez parlé pour ce jour. Et pour jamais. Comment, madame? On vous a laissé sans lumière. Je vais appeler. Non, non. Je ne veux personne. Oh, madame, vous pleurez. Oui. De jalousie. Je suis envieuse de Madame de Poitiers. Parce qu'elle va avoir un enfant. C'est vrai que le bonheur des autres a causé une grande douleur. N'as-tu pas d'enfant, toi non plus? Si fait, madame. J'ai une fille qui porte mon nom. Quel âge a-t-elle? Elle vient d'avoir 10 ans. Il y a longtemps que tu es lingère ici? Depuis le printemps, juste avant votre venue. Jusque-là, j'étais au palais de la Cité, auprès de notre sire Louis. Est-il vrai que la petite Madame de Navarre, que l'on tient éloignée de la cour, ne soit pas de mon époux? Ah, madame, je crois que nul ne le sait. Pas même notre sire Louis. Seule Madame de Bourgogne aurait pu dire la vérité. Elle a la bouche pleine de terre. Madame, vous vous inquiétez de savoir si notre sire le roi... Oui. Rassurez-vous, madame. Attends. Que veux-tu dire? Saurais-tu quelque chose au sujet de la naissance de Jeanne? Que l'on dit bâtarde? Non, madame, mais je... Mais parle! Je veux dire, madame, que monseigneur Louis n'est pas empêché d'avoir un héritier, comme le prétendent de méchantes langues. Mais qui te permet de dire cela? Je le sais. Je suis même la seule à le savoir. On y a pris soin. Que veux-tu dire? Je devrais me taire. Au contraire, si ce que tu veux me dire est vrai, il ne faut pas me le cacher. Mais c'est vrai. Et de le savoir vous rassurerait pour de bon. Madame, ce n'est pas offenser une dame telle que vous, de si haute naissance et de si grande charité que de lui avouer que ma fille est de monseigneur Louis. Oh. Monseigneur Louis était si jeune. Il n'avait pas de discernement. Je veux voir ta fille. Vous le pouvez, madame. Vous pouvez tout puisque vous êtes la reine. Mais je vous supplie de n'en rien faire, car on saurait alors que je vous ai parlé et monseigneur Louis veut qu'elle ne soit vue de personne. Mais pourquoi? Elle lui ressemble tant. Où est-elle? On l'a enfermée dans un couvent, juste avant votre venue. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Comment a-t-on pu croire qu'un tel acte pût me plaire? À quel genre de femmes les princes de France sont-ils donc accoutumés? Ainsi, ma pauvre Adeline, c'est pour moi qu'on t'a arraché ta fille. Je t'en demande bien grand pardon. Oh, madame, je sais bien que cela ne vient pas de vous. Mais cela s'est fait à cause de moi. Ta fille te sera rendue, et je la protégerai. Non, non, madame, n'en faites rien. J'ai mieux la voir sous le voile que sous la terre.
Tu en as trop dit, Eudeline? Ou pas assez? Ah, j'ai regret d'avoir parlé. Comment est morte Madame Marguerite de Bourgogne? Seriez-vous la seule à la cour, madame, à ne pas connaître la vérité? Dis-la-moi. Elle l'a fait étouffer, madame. Voyez, mamie, la surprise que j'ai pour vous. Ce n'est pas un bijou, c'est une rareté. Une trouvaille d'orfèvre. N'ayez point peur. Cela n'est pas fait pour blesser. C'est une petite fourche à manger les poires. Je l'ai commandée spécialement par Tholomède, un orfèvre de Florence. Il n'en existe que 5 dans le monde. Cela sert réellement à manger les fruits. De quelle manière est morte votre première épouse? Marguerite est morte d'une fièvre de poitrine, qui l'a étouffée, à ce qu'on m'a dit. Pouvez-vous me jurer devant... Que voulez-vous que je jure? Je n'ai rien à jurer. Je vous ai dit ce que je vous ai dit, je vous prie de vous en contenter. Vous n'avez rien à savoir de plus. Je ne veux plus qu'on me parle de Marguerite, jamais! Et vous moins que tout autre. Louis, pouvez-vous me jurer devant Dieu que votre volonté ne fut pour rien dans son trépas? Et quand cela serait, vous seriez la dernière à avoir le droit de m'en faire le reproche. Ce serait plutôt à votre grand-mère qu'il faudrait vous en prendre. À ma grand-mère? Oui, à votre grand-mère. Elle a exigé que votre mariage se fît avant l'été, alors j'ai souhaité, vous entendez bien, j'ai seulement souhaité que Marguerite fût morte avant ce temps-là. Et j'ai été entendu, voilà tout. Louis, j'en suis sûre à présent. C'est à cause de ce crime que Dieu ne nous donne pas d'enfants. Oh, sire, mon époux, oh, que j'en ai appris de laideur depuis que me voilà reine de France, qu'il vous a fallu commettre de forfaits. Que voulez-vous dire? Marguerite étranglée, Marigny, le compagnon de votre père, pendu, et tous les autres conseillers en prison. Est-ce donc cela être roi? Attenter à la vie et à la liberté des créatures de Dieu? Pourquoi, Louis? Pourquoi? Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas ressusciter les morts. À quoi bon me reprocher ce qui ne peut être réparé? Vous ne savez pas ce que c'est que d'être roi. Je commence à le savoir, sire. Bien, si cela vous brouille les yeux. Séparez-vous donc de moi. Retournez à Naples, auprès de votre grand-mère. Je suis votre épouse, Louis, pour partager vos misères comme vos joies. Je ne vous quitterai pas. Mamie, comme vous êtes bonne. Il faut sauver votre âme, Louis. Sinon, vous n'oublierez jamais. Je l'oublie bien qu'entre vos bras. Demandons l'aide de Dieu. Oui, venez, que nous nous aimions. Non, Louis. Il nous faut faire pénitence. Nous ferons pénitence. 3 fois la semaine, si vous voulez. Mais venez, j'ai trop d'impatience de vous. Un pèlerinage. Seulement vous et moi, à genoux. Venez. Non. Non, Louis. Je ne veux plus vous appartenir avant que vous ne soyez réconciliés avec le ciel. Et que, pardonné, nous puissions espérer un enfant. Un pèlerinage.
Le meilleur pèlerinage pour obtenir un enfant, c'est dans un lit qu'il se fait. Non, Louis. Non. Vous refusez à moi? Je ne vous plais point. Vous en usez avec moi comme Marguerite. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? Faites comme il vous plaît. Non. Laissez brûler les cierges. Laissez choir votre vêtement. Je vous assure, mon doux sire. Je vous assure qu'il nous faut aller en pèlerinage. Je ne pourrai point avant. Je veux vous voir nu. Cette nuit-là, un grand cri s'éleva vers le plafond de la chambre royale. Mariée depuis 5 mois, Clémence venait de découvrir qu'on n'était pas reine seulement pour être malheureuse et que les portes du mariage pouvaient s'ouvrir sur des éblouissements inconnus. Deux jours avant la Noël, dans la plus grande salle du manoir de Vincennes aménagée en chambre de justice, pairs, seigneurs et légistes attendaient l'arrivée du roi. Entre la comtesse Mao et les barons d'Artois, il semblait que tout fût désormais en ordre. Les émissaires du roi avaient multiplié les démarches et Philippe de Poitiers lui-même avait conseillé à sa belle-mère de céder là où il le fallait. Ce jour-là, le Hutin se sentait particulièrement bonne conscience. Il allait rendre sa sentence et chacun allait s'y conformer. Mes bien chers frères, mes bien chers oncles, mes bons cousins, mes bien-aimés vassaux, nous avons le désir très grand et le devoir, par commission de Dieu, de maintenir la paix en notre royaume. Je ne veux plus de sang versé. Je ne veux plus de gens injustement maintenus en cachot. Je veux qu'il soit rendu à chacun selon son droit et que la bonne entente et l'amitié règnent partout. Veuillez lire notre arbitrage, messieurs chanceliers. Par la volonté de notre très puissant, très aimé et très redouté sire, le roi Louis le X, le passé est oublié. Les haines, offenses et rancunes pardonnées de part et d'autre. Madame la comtesse d'Artois reconnaît ses obligations envers ses sujets et s'engage à maintenir bonne paix en pays d'Artois. Elle scellera les coutumes en usage au temps du roi Saint-Louis et qui seront prouvées devant elle par gens dignes de foi, chevaliers, clercs, bourgeois, avocats. D'autre part, la comtesse devra, pour les amendes qu'elle réclame, en déclarer le montant pour chaque délit. Enfin, elle devra rendre au Seigneur les terres qu'elle détient sans jugement. Il n'a jamais été question de ceci. Mieux vaut perdre un peu que de tout perdre. En ce qui concerne maître Thierry d'Hirson, dont les alliés ont réclamé qu'il fût mis en jugement, le roi décide que les accusations devront être portées devant l'évêque de Thérouanne, dont maître Thierry dépend. Le jugement sera rendu par l'évêque de Thérouanne et certifié par le roi.
Je jure sur l'Évangile, en mon nom personnel et au nom de tous les alliés, de respecter scrupuleusement l'arbitrage du roi, notre sire. Non! Je refuse de jurer. Je ne céderai point à cette méchante sentence. Sire, mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflette au visage? Nous, vos parents, vos barons, ne le supporterons point. Savez-vous, sire, pourquoi Madame Mao refuse notre arbitrage? Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez eu l'audace, sire, de menacer d'ôter une parcelle des larcins de Maître Thierry. Mais qui est Maître Thierry? Son véritable et seul suzerain, un chanoine qui fait honte à l'Église, un chancelier qui fait honte au comté. Peu me chaud, ma tante, qu'il vous soit de bon office après souper, mais qu'il vous inspire à ne point consentir à la volonté du roi. Voilà ce qu'au nom des princes de France, je vous demande, sire, mon cousin, mon maître, pour l'honneur de votre couronne, de ne point tolérer davantage. Créature du diable! Le mensonge et la calomnie coulent de ta bouche. Prends garde, Robert, de ne pas te mordre la langue ou d'avaler ta salive. Tu trépasserais dans l'instant. Sire, mon parent, accepterez-vous que ce méchant en votre cour traite femme et princesse de la sorte? Sire, votre justice! Taisez-vous, madame. Taisez-vous. Je vous fais défense de retourner en Artois avant d'avoir scellé la sentence qui vient de vous être signifiée. Jusque-là, vous vous tiendrez en votre hôtel de Paris ou votre château de Conflans, mais nulle part ailleurs. C'est assez pour ce jour. Ma justice s'est rendue. Lombard ou pas, banquier ou non, ce Guccio, c'est l'art des ambassades. Ne pas se présenter en personne quand on n'a point de chevalerie, mais dépêcher de la farine, c'est à tout le moins avoir noblesse de cœur. Depuis combien de semaines n'avons-nous pas eu la visite de notre ami? Depuis que Messire de Marigny a été navré à Montfaucon. Guccio nous aurait-il donc tous oubliés? Il va demander ma main. Tiens. Et d'où te vient cette idée? Ce n'est pas une idée, je le sais. Je le sais. Jean, il paraît que nous allons avoir un beau-frère. Oui, oui, notre sœur s'est trouvée un époux. Et veut-on savoir le nom de ce puissant baron qui convoite de s'unir à nos tours en ruine? J'espère qu'il est fort riche. Certes, il l'est. C'est Guccio Baglioni. Que c'est bon de rire! Guccio Baglioni! Savez-vous que les temps que nous vivons sont si folles qu'un jour viendra où les fils de roturiers oseront demander la main de nos sœurs? Guccio sera là demain. Je l'aime, Jean. Mon oncle, ça ne se passera pas comme cela. Oh, mais tu m'as fait peur. Oh, quoi, qu'est-ce qui ne se passera pas comme ça? Marie de Crécy. Oui, eh bien, pars. Je reviens de Naufle, mon oncle. Ouais. Ces gens-là sont des monstres. Oh. La mère et les deux frères. Moi, qui les traitais comme des amis, qui les comblait de tout, qui les nourrissait. Il faut jamais nourrir les nobles. Après, ils ne nous respectent plus. Ils ont interdit à Marie de me revoir. Ils veulent la marier. À n'importe qui, tout de suite, pourvu qu'il soit noble. Voilà ce qu'ils ont décidé. Je t'avais prévenu, mon garçon. Tu as eu tort de t'enticher d'une fille de noblesse. Ces gens-là n'ont pas de chemise à eux, nous doivent jusqu'au lit dans lequel ils dorment, mais nous crachent tourner si nos garçons veulent y coucher. Oh, mais oublie cette aventure. Choisis donc quelques belles filles de nos familles. J'épouserai Marie ou personne, mon oncle. Et je ne laisserai personne d'autre l'épouser. Oh, voilà, bien la jeunesse. Ah. Et dans 15 ans, elle sera laide. Tu te demanderas pourquoi tu la voulais tant. Et elle te reprochera d'être lombard, d'être roturier, le donf, d'être ce que tu es. Mais je l'aime, mon oncle.
Je l'aime plus que tout au monde. Et elle, hein? T'aimes-t-elle? J'en suis sûr. Elle m'a dit qu'elle était prête à me suivre partout où j'irais. Figlio mio, ne commets pas de folie. Je sais des gens qui se complairaient à te faire appliquer le châtiment réservé aux séducteurs de filles nobles. Eh bien, j'irai trouver la reine Clémence. Elle me connaît, elle me tient en amitié, elle m'aidera. Tu n'iras trouver personne et surtout pas la reine. Oui, je sais, la reine est toute bonté, toute charité, toute pitié. Mais c'est avec notre argent que le trésor fait l'aumône. Monseigneur de Valois a peu le souvenir des dettes. Il ne nous défend guère et nous déçoit beaucoup. Les amis d'Enguerrand de Marigny, qui ne m'avaient guère en grâce, ont été libérés et forment partie autour du comte de Poitiers. Rien n'est pire qu'un royaume divisé. On n'y est même plus sûr de ses ennemis. Eh bien, je ne demanderai l'appui de personne. Et j'enlèverai Marie. Oh, pauvre malheureux! Mais vous ne ferez pas 10 lieues avant de rencontrer les sergents du roi. Ta donzelle sera mise dans un couvent. Et quant à toi, qu'est-ce que c'est? Monseigneur Robert d'Artois. Ah, c'est la providence qui fait que vous êtes ici, messire Guccio. Je venais justement demander à votre oncle un messager sûr et diligent pour courir en Artois. Vous permettrez, monseigneur, que cette fois je ne vous obéisse pas, mais j'ai mes propres affaires qui ne souffrent aucun délai. Je vous paierai bien. Vous avez entendu? C'est votre neveu, il est lombard et il refuse 100 livres que je ne lui ai pas encore offertes. Seriez-vous devenu une famille sans tradition? Mon neveu est requis par une intrigue d'amour. Ah. S'il y a service de dame, je lui pardonne. Parlons de choses sérieuses. Ce messager. Et que diriez-vous d'un moine? Un moine? Italien. C'est déjà mieux. Bartholomé! Je veux réussir un grand coup. Vous savez que ma bonne tante Mao ne peut, sans enfreindre les ordres du roi, s'éloigner de Paris. Ouais. Cette vieille truie refuse toujours de signer l'arbitrage. Du temps qu'elle se morfond dans sa bauge, je veux faire investir par mes alliés son château de Hédin. Ou plutôt mon château. Si je ne puis jouer de ce qui m'appartient, qu'au moins je m'offre un solide et gai pillage. Vous vendrez ensuite le butin. Et là, vous me mêlez à une belle affaire. Bon, pendu pour pendu. Autant que ce soit pour quelque chose qui vaille. Ouais. Pour votre moine. À remettre à Messire de Fienne. Mais à nul autre. Oui. Ah, jeune homme, les dames. Vous connaissez sa belle? Hélas, monseigneur, c'est une dame de noblesse. Ah, c'est de son âge. Dans quelques années, vous saurez qu'elles sont aussi putains que les autres. Et rudement plus coûteuses. Elle est belle? Elle est belle! À en mourir. Eh ben, raison de plus. Les plaisirs que vous en attendez, on les a pour 10 sols au Bordeaux. Et on vit heureux. Oh, oh. Va au couvent des frères Augustins et ramène-moi Fra Vincenzo, qui a dû arriver l'autre matin de Pérouse. Tu veux épouser Marie? Mais oui, mon oncle. Eh bien, Monseigneur d'Artois vient de t'en fournir le moyen. Il te paie un moine. Que faut-il d'autre pour un mariage? Pour aller en Artois. On peut peut-être faire un détour par Cresset. Oh là 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 là. Fin janvier, dans le même temps que Guccio épousait secrètement Marie, Louis et Clémence, pour accomplir le vœu de la reine, se sont rendus à Amiens. Ils ont franchi les pieds dans la boue la dernière partie du chemin et traversé la ville en chantant des psaumes pour parvenir au bout d'une lente et pénible reptation devant la tête qu'on dit être de Saint Jean-Baptiste. Ce pèlerinage eut sur le roi de curieuses conséquences. Il se mit à gouverner comme s'il aspirait à la canonisation.
Il graciait et amnistiait sans discernement, tout heureux de vider les prisons. Le point est à moi. Sire. Oui? La reine est grosse? C'est pas encore, sire. Les physiciens sont à délibérer. Mais Monseigneur de Poitiers vous demande de venir leur joindre d'urgence. Je ne veux point qu'on m'importune, je n'ai pas pour l'heure la tête aux affaires. La chose est grave, sire. Monseigneur de Poitiers affirme que des choses vont se dire que vous devez entendre de vos oreilles. Continuez sans moi, mes seigneurs. De quoi s'agit-il? On nous assure qu'il s'agit d'une sombre et ténébreuse histoire de sorcellerie. Ne pouvait-on charger le garde des Sceaux de l'instruire lui-même sans me déranger dans mes soucis? C'est justement ce que je faisais remarquer à votre frère. Mon frère, la chose m'est apparue importante. Non point tant pour le fait de sorcellerie, qui est assez commun, mais parce que cette sorcellerie semble avoir pris racine au sein même du conclave. De ce conclave qui ne se résout pas à vous donner un pape. Cet homme se nomme Évrard. Il est venu voici 15 jours se livrer à nos gens de Lyon qui nous l'ont envoyé. Qui vous l'ont envoyé? Évrard a dit qu'il avait des révélations importantes à faire. On lui a promis qu'il ne souffrirait aucun mal à condition qu'il avoue bien le vrai. Je vous écoute bien, continuez. À Valence, et par hasard, prétend-il, Évrard aurait fait connaissance du cardinal Caetani. Le cardinal l'a conduit dans une pièce emplie de fourneaux, de cornues et de poudres diverses. Tous les cardinaux sont plus ou moins alchimistes. Évrard, le cardinal ne t'a-t-il pas dit qu'il voulait détruire tous les ennemis qui voulaient l'empêcher de devenir pape? Et ne t'a-t-il pas promis 300 livres pour l'y aider? Réponds, le nom du premier de ses ennemis. Évrard, tu as appartenu au temple, où tu avais rang de chevalier. Tu as été tourmenté autrefois? Ma jambe, monseigneur. On pourrait te broyer l'autre à présent. Ah! Pitié! Pitié! Sire! Pitié, par les tourments, je jure devant Dieu que je dirai tout, monseigneur. Il ne faut pas jurer. C'est péché. Évrard, un Templier est venu en Flandre, à Lost. Il a rencontré messire Jean de Longwy. Connais-tu messire Jean de Longwy? Non, monseigneur. Non, je ne le connais pas autrement que de nom. Je sais seulement qu'il est le neveu de feu notre grand maître. Évrard, ou bien tu donnes le nom que t'a dit le cardinal, ou bien tu ne marches jamais plus. Ah! Monseigneur! Le roi de France. Et que t'a-t-il dit à son sujet? Il m'a dit qu'il serait bien aise de le voir passer les pieds outre. Les pieds outre? Mais c'est tout juste ma mort que complote ce méchant cardinal. Tout juste, mon frère. Et de quelle façon le cardinal voulait-il m'expédier les pieds outre? Par envoûtement. Comment cela? Avec une statuette de cire vierge et une couronne royale. Et après? Qu'avez-vous fait de cette image? Après, nous y avons mis les papiers. Quels papiers? Ceux qui disent le nom de celui qu'on veut envoûter et les mots de la conjuration. Mais je vous jure, sire, que nous n'avons pas écrit votre nom. Qu'on le fasse bien travailler par les tourmenteurs. Il nous faut tout savoir de ce complot. Ah, pitié, sire! Empêchez qu'il nous Pitié! touche! Pas les tourments! C'est à cause d'eux que vous reniez Dieu! Pas les tourments! Petit Châtelet! Ah! Ah! Ces anciens Templiers semblent former un beau vivier de sorciers. Philippe, toute cette fermentation
Bien de ce conclave qui se traîne de ville en ville et déshonore la chrétienté. Ne serait-il pas souhaitable que vous alliez vous-même faire un tour de ce côté? Vous seul paraissez apte à débrouiller cet écheveau d'intrigue, faire la lumière sur ces manœuvres criminelles et, enfin, hâter une nécessaire élection. Le sage conseil que vous nous donnez là, mon oncle. Mon frère, je vous serais bien gré d'accepter et de vous enquérir par vous-même de ce complot. Les pieds outre. Oui, il faut y aller au plus tôt. Soit, mon frère, j'accepte. Pour vous servir. Le bon frère que voilà. Ma jambe! Ma jambe. La voilà toute froide. Je ne sens plus le sol dessous. Et quoi, mon frère? Vous avez des fourmis dans le pied, voilà tout. Sire, les physiciens viennent de se prononcer. La reine Clémence est grosse. Quel nom avez-vous dit? Évrard. Et comment est-il, cet Évrard, pour la figure? Maigre, noir, l'air un peu fou et un pied boiteux. C'est lui. L'a-t-on tourmenté? Non, on n'a pas eu le temps. Il s'est pendu cette nuit dans sa geôle au Petit Châtelet. Dieu soit loué, il pouvait nous perdre. Et Louis, quel vilain tour me prépare-t-il? Il vient de nommer Hugues de Conflans gouverneur d'Artois. Conflans? Conflans? On m'enferme à Conflans et on nomme Conflans pour me voler mon bien. Louis m'a chargé de vous dire qu'il ne souhaitait plus votre présence à la cour, à moins que vous ne vous soumettiez à son arbitrage. Il faut se plier aux volontés du roi, ma mère. Et ma fille? Emmenez-vous à Lyon? Non, ma mère. Non, son état me paraît l'interdire. Elle est à 3 mois d'accoucher et ce serait trop risqué de l'aventurer sur de mauvaises routes. J'aurais fort à me déplacer. Justement, ma mère, j'aimerais beaucoup en mon absence que Jeanne vécût ici auprès de vous. Vous pourrez l'entourer des soins qu'il faut et vous serez mieux à même de la protéger. Pour tout vous dire, vous m'avez un peu convaincu la dernière fois et je me méfie des entreprises de notre cousin Robert. Oh, le maudit roi, le putois. Il m'enferme à Conflans, il envoie mon gendre à Lyon et me laisse ma fille qui est grosse. Le beau secours. Ah, mes ennemis travaillent bien. On m'enferme, on m'isole, et ce roi, qui prétend rendre la justice, ne fait que rendre l'Artois pièce à pièce à mon goré de neveu. Le roi est mortel, madame, comme chacun de nous. Crois-tu? Je prie Dieu de l'aube au soir et du soir au matin pour qu'il se rompe le col à cheval ou s'étouffe avec une noix sèche et rien n'arrive. Il y a peut-être mieux à faire que de prier. Louis était envoûté, d'après ce que disait Évrard, et regarde-le, il ne s'est jamais mieux porté. À croire qu'il a parti lié avec le diable. S'il a parti lié avec le diable, ce ne serait pas grand péché de l'envoyer en enfer par nourriture convenablement préparée. Empoisonner le roi? Mais tu n'as pas ta raison, il est aussi craintif que méchant. Il fait goûter 3 fois les mets qui lui sont servis et que 2 écuyers en armes transportent du four à la table. Il communie souvent, m'a-t-on dit. Et personne ne goûte l'hostie avant lui. Le chapelain lui-même est surveillé. Il a ordre de ne jamais se séparer de la clé du tabernacle. Même la nuit? Même dans son lit? Pas l'hostie. Dommage. Ne m'avez-vous pas dit que le roi aimait à croquer des dragées? Il en perdra toutes ses dents. Et ne vous êtes-vous pas plainte l'autre jour de ce que les cerfs infestaient vos bois de Conflans et mangeaient vos jeunes arbres? La dame de Ferrienne, chez qui je me fournis, ne refuserait pas de donner du poison pour y tremper les flèches destinées aux cerfs. Et il en faut si peu pour une dragée. La comtesse de Poitiers? Oui, madame. Et tu dis que la comtesse Mao l'accompagne? Je ne peux pas la recevoir. Le roi lui a interdit de paraître à la cour.
Fais savoir à la comtesse de Poitiers que je serais heureuse de l'accueillir seule. Va. Angelina. Non. Peut-être la comtesse est-elle venue à composition? Et cherche-t-elle à rentrer en grâce, sans trop de peine pour son orgueil? Je me dois d'aider mon époux à mettre en paix le royaume. Qu'elles viennent ensemble. Madame ma sœur, je voulais vous demander de montrer à ma mère ces tapis de beau tissu dont vous avez tendu et nouvellement partagé votre chambre. Ma fille me les a tant vantés que j'ai conçu l'envie de les admirer moi-même. Vous savez, je suis un peu connaisseuse en ce genre d'ouvrage. Oh, les belles choses. Vous voyez comme le grain en est moelleux. Et les couleurs, cet indigo, ce beau rouge de Kermès, c'est la manière d'Arras. Et cependant, il semble que les laines chantent encore avec plus d'ardeur. Ce sont d'habiles gens qui ont œuvré cela. Ce sont des hautes-lissiers de mon pays. Je les ai installés près d'ici pour un temps. Ils vont continuer de tisser pour moi et pour la cour. S'il vous plaît de les employer, ou bien s'il plaît à Jeanne, vous pouvez bien en disposer. Le roi, votre époux, s'est-il entouré lui aussi de ces tapis à images? Non, Louis n'a pas encore de tenture dans sa chambre. Il est vrai qu'il y dort bien peu. Cela prouve qu'il goûte fort votre compagnie, ma cousine. D'ailleurs, quel homme n'admirerait pas créature si bellement faite? J'avais craint que Louis n'allât s'écarter de moi parce que j'étais grosse. Eh bien, il n'en est rien. Et nous dormons fort chrétiennement. J'en suis bien aise. Alors il continue de dormir avec vous. Le bon époux que vous avez là. Le mien, que Dieu l'ait en sa garde, n'en faisait pas autant. Allons, Jeanne. Dites à madame votre belle-sœur ce que vous avez sur le cœur et que vous vouliez tant lui faire savoir. Madame ma sœur, pourriez-vous demander au roi que Philippe revint pour le moment de mes couches? Je vous promets de m'employer auprès du roi. Époux clandestin de Marie de Gressay, Guccio s'était installé à Naufle. Le premier étage du comptoir Tolomei abritait des amours tendres mais pressés. Quelques rares instants de bonheur suffisaient à fournir aux jeunes époux de quoi rêver des semaines entières. L'émerveillement de leur nuit de noces ne s'était pas démenti. Mon amour, tu pars déjà? Si je veux pouvoir revenir, il faut que je parte tout de suite. Ta mère, tes frères. Mais quand pourrons-nous leur dire que nous nous aimons? Que tu es ma femme? Ta femme. Tellement ta femme. Mais qu'as-tu? Tu parais tout à coup moins heureuse. Que crains-tu? Tu sais que je suis là, moi, pour te défendre de tout. De ce qu'il m'advient, mon doux aimé, tu ne peux point me défendre. Mais que t'arrive-t-il donc? Rien. Que ce qui doit, par Dieu, me venir de toi. Un enfant? Je craignais de te l'avouer par peur que tu m'en aies moins. Un enfant? Un enfant? Merveille! Merveille! Oh, je suis fou, moi, dans ton état. Je ne suis pas encore gênée, tu sais. Oh, Marine, nos épousailles vont pouvoir éclater en plein jour. Ta famille sera bien obligée de s'incliner cette fois. Comment vais-je faire pour le dire à ma mère? Mais c'est moi qui le lui dirai. Quand? À l'instant même. Non, attends. Attends encore une semaine, il vaut mieux.
Un enfant. D'où viens-tu? Je n'ai pas besoin que tu parles pour le savoir. Déshabille-toi. Ma mère. Déshabille-toi. Non. Et maintenant, veux-tu te soumettre? Veux-tu avouer ton péché? Je n'ai point péché. Et ça, pourquoi as-tu élargi tes robes? Réponds, hein? Eh bien oui, je vais être mère. Eh bien oui, c'est Guccio, mais je n'ai pas à en rougir. Guccio est mon mari. Ton mari? Oui, on nous a mariés. Vous vous rappelez ce jour où Guccio est venu souper avec ce moine italien? Eh bien, le lendemain, dans le soir, le moine nous a mariés. Ce lombard qui nous a abominablement trahis. Et ce moine, un faux moine sans doute, mensonge! As-tu oublié qu'une fille n'a pas le droit de disposer de soi? Qu'elle doit se soumettre à la volonté paternelle, exercée au nom de ton pauvre père par moi et ton frère aîné? Ah, tu les verras, tes frères, quand ils sauront. Ils cloueront ton lombard par le ventre à la porte de son comptoir. Guccio est mon mari! Une fable, une mauvaise fable, un prétendu mariage. Je suis sa femme. Au jour de ma mort. Vous entendez, ma mère, au jour de ma mort, je ne confesserai rien d'autre. C'est au couvent que tu vas aller. Le moine. Le moine. Quel moine? Que t'arrives ici? Le frère Vincenzo. Marié, perdu si on ne le retrouve pas. Les frères Cressé sont à mes trousses. Calme, ma fille. Le moine, mon oncle, je vous dis qu'il me faut, le moine. Il est mort. Il est mort? Oui. Il a été proprement oxy du côté de Saint-Paul par les gens de Thierry d'Hirson. Avec sur lui le message de Messire d'Artois et les 100 livres que je lui avais remises. Tu vois que tout cela me coûte fort cher. Comment vais-je faire, mon oncle? Comment prouver que Marie et moi sommes réellement mariés? Ah, c'est pas ça le plus important. Combien sont-ils à de Coersus? Les deux frères. Ils ont ameuté tout le village. Heureusement, ça m'a permis de m'enfuir par la fenêtre. Je leur échappais par miracle, mais ils sont derrière moi, mon oncle. Ils sont nobles. S'ils te tuent, au plus, ils auront à payer l'amende due pour la vie d'un lombard, ce qui est affreusement bon marché. Figlio mio, le mieux est que tu t'en ailles. Mais où? Allez, va, n'importe où, sauf ici, où tes damnés beaux-frères finiront bien par arriver. Les Gresset risquent fort de requérir le prévôt de Paris, qui enverra le guet fouiller ici. Allez, va-t'en. Mais vous, mon oncle? Moi? Je me charge de tes deux amis. À moins qu'au contraire, ils ne se chargent de moi et que ce soir, tu n'es plus donc. Non, ça, vous ne risquez rien. Ils sont violents, mais nobles. Ils auront le respect de votre âge. La belle armure, Guccio, que d'avoir les cheveux blancs. Allez, va-t'en. Moi, je cours chez Messire de Bouville. Lui seul est en mesure de t'assurer une protection. Allez, va vite. Hein? Messire de Bouville, dites-moi. Non, mon ami, le roi. Eh bien, le roi. Hier encore, il se portait fort bien. Oui. Et d'un coup, dans la chambre de la reine, il s'est plié en deux. Il s'est mis à vomir. Dans la nuit, il a demandé les sacrements. On dit que le roi a bu de l'eau glacée hier après avoir joué à la paume. Non, on ne meurt pas de ça, voyons. Il fait le sang sous lui. C'est moi qui venais vous parler de mon neveu Guccio. Non, c'est pas Guccio. Toute notre route avec la reine Clémence, qui aurait dit... Ouais. Il est dans de graves ennuis, où il aurait grand besoin de votre aide. Non, plus tard, mon ami, plus tard. Deux en si peu de temps, c'est vraiment trop. Infortunés royaux. Sire, je vous supplie de m'accorder votre pardon pour les peines que je vous ai causées. Je vous pardonne, ma cousine. Condition que vous vous soumettiez
au pouvoir du roi. Sire, je vous en fais le serment. La vieille truie. Elle ne jouerait pas mieux si elle était venue pour le tuer. C'est moi qui lui parle. Non, c'est moi. Tu vas voir comment on traite un lombard. S'il ne nous livre pas son neveu, moi je le tue. Ils sont fort courroucés, m'as-tu dit? Eh bien, va les quérir. Et ramène-les ici tout de suite. Mais messire, ils ont dans les yeux des lueurs de meurtre. Ne t'inquiète pas. Mais je veux tous mes gens ici tout de suite. Tous? Tous. Valets, palefreniers, même les servantes. Allez, allez, dépêche-toi. Messire Ptolémée, nous ne tolérerons pas. Moi non plus. Je sais qui vous êtes. Entrez, entrez. Vous aussi, mes amis, entrez tous. Venez apprendre l'affreuse nouvelle de la bouche de votre maître. Allons, entrez. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pas devant ces gens. Si, justement. Devant tous. Un si grand malheur, tout le monde doit savoir. Il le faut. Vous êtes bien tous là. Si. Messire Ptolémée. Cessez, je sais ce que je dois faire. Mes amis, mes chers enfants, notre roi, notre bien-aimé roi, il vient de trépasser. À genoux. Tous. Allons, messire, à genoux. Prions pour son âme. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. A un uomo così buono, un signore tanto generoso. Tanto! Ahimè! Ahimè! Il cielo se l'è preso! Ahimè! Ahimè! Era come un padre per noi tutti. Era il protettore degli umili. Ahimè! Ahimè! Pécheurs, voilà ce que nous sommes, de pauvres pécheurs, d'incurables pécheurs, priez. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Vous aussi, jeunes gens, priez. Vous aussi, la mort vous agrippera. Repentez-vous, repentez-vous. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e all'ora della nostra Salut morte. Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Allons, je mes vous bons salue. amis. Allons, venons-en à cette pénible affaire. Puisqu'il faut bien vivre après tout, et que le monde doit continuer, malgré ceux qui s'en vont. Prenez place. Ah. Vous venez me parler de mon neveu, bien sûr. Ah, le bandit, le scélérat, m'avoir fait cela, à moi qui l'ai comblé de bonté. Nous feriez-vous la grâce de nous dire où nous pourrions le trouver? Mais à Sienne! Il y est parti d'un seul trait. Le lâche, il a fui devant ma colère, comme devant la vôtre. Oh, mes pauvres petits, mais qu'allons-nous faire? Nous avons bien pensé, mon frère et moi, porter l'affaire devant le prévôt de Paris, mais nous avons reculé par crainte du scandale. Notre pauvre mère n'y survivrait pas. Oh, quels bons enfants vous faites! Sans compter qu'un procès, pour des gens sans fortune, cela risquerait d'ajouter la ruine à la honte. Les pauvres petits. Et ce vaurien qui, avant 6 jours, aura passé les frontières. Ah, tenez, je vais m'efforcer de réparer le mal commis pour vous, mais plus encore pour madame votre mère, que je ne connais pas, mais dont le trépas me serait comme une offense à Dieu. J'ai de hautes relations. On trouvera à votre sœur un lieu
ou mettre au jour son péché dans le plus grand secret. Un couvent, pour un temps, pourrait abriter son repentir. Ensuite, on verrait à lui donner un état. Mais l'important est d'éviter à tout prix le scandale, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien, bien. Eh bien, revenez demain. Je crois que je serai en mesure de vous proposer des dispositions apaisantes pour votre honneur. Allez, mes enfants, allez. Messire Ptolémée. Confiance. Confiance. Et à présent, pourvu que le roi meure. Madame, le roi... Mon ami Hugues, je ne peux pas y croire. Dites-moi que cela n'arrivera pas. Je l'empêcherai, madame. Laisse-t-on cela souffrir? Laisse-t-on cela? Louis X le Hutin expira dans la nuit du 4 au 5 juin 1316, un peu après minuit. Monseigneur de Valois, d'ordinaire si empressé à régler les pompes royales, qu'elles fussent nuptiales ou funèbres, se désintéressa complètement des derniers honneurs à rendre à son neveu, mais s'occupa de convoquer pour le lendemain un conseil, non pas à Vincennes, où une telle assemblée eût été forcément présidée par la reine, mais à Paris, au palais de la Cité. Pour la première fois depuis 329 ans, un roi de France meurt sans laisser un héritier mâle. Nous avons à décider de choses urgentes, qui sont le choix de 2 curateurs au ventre qui veilleront en notre nom sur la grossesse de la reine Clémence, et aussi la désignation qu'il vous faut faire d'un régent du royaume, car il ne peut y avoir rupture de l'exercice de justice et de gouvernement. Je vous demande votre conseil. Il nous faut en somme choisir un régent, lequel ensuite pourra nommer lui-même les curateurs. Tout doux, mon frère. Laissez-nous le temps de parler. Et ne liez donc pas, s'il se peut, toutes questions ensemble. L'aménagement de la régence est une chose dont il existe précédent dans les annales du royaume et qui doit être débattue devant le Conseil des pairs. La désignation des curateurs en est une autre, qui relève des proches membres de la famille et dont nous pouvons trancher ici, en l'assistance du chancelier. Avez-vous des noms à avancer? Je pense qu'il nous faut choisir des hommes dont le passé soit sans reproche, assez mûris pour que nous puissions nous en remettre à leur prudence, et qui aient donné de grandes preuves de loyauté et de dévouement envers nos rois. J'aurais incliné à vous nommer le sénéchal de Joinville si son grand âge, qui approche 100 ans, ne le rendait bien infirme. Mais je vois ici messire de Bouville, qui fut grand chambellan du roi Philippe, notre frère, et lui fit service en tout avec fidélité. De plus, il a conduit en France la reine Clémence, qui semble lui montrer de l'attachement. J'acquiesce de tout cœur à cette proposition. C'est grand honneur. Grand honneur, mes seigneurs. Je fais serment de veiller sur le ventre de Madame Clémence et de la protéger contre toute attaque ou entreprise et de la défendre avec ma vie. Si le conseil y consent, messire de Bouville est nommé curateur au ventre.
À présent, nous pouvons aborder le problème de la régence. Auparavant, monseigneur... Qu'y a-t-il, Bouville? Auparavant, monseigneur, il me faut vous prier de quitter le siège où vous êtes, car c'est le siège du roi. Or, le roi, pour l'heure, est dans le sein de Madame Clémence. Bien. Le problème de la régence semble devoir se résoudre d'évidence. On ne change pas de main sur la charrue au milieu du sillon. Nous savons tous que c'est Charles qui a gouverné toute cette année au nom de notre pauvre Louis, que nous allons porter en terre. Il est l'aîné de la famille. De plus, il a 30 ans d'habitude du labeur de roi. Charles, si notre frère était venu à mourir pendant que notre neveu Louis était encore en enfance, qui aurait été régent de droit? Forcément, moi. Parce que vous étiez le premier frère. N'est-ce pas alors, en droit, à notre neveu Philippe de Poitiers d'occuper la régence? Philippe est au conclave. Lyon n'est pas au pays du grand camp. On en revient en peu de jours. Et puis je ne vois ici que 2 pairs du royaume sur 12, pas un duc-évêque, pas un comte-évêque. Le connétable n'est pas là, ni le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne! On voit bien où vous voulez en venir, ma tante. Auriez-vous oublié par hasard que la petite Jeanne de Navarre est bâtarde? Mais vous n'en savez rien, Robert. Les présomptions ne sont pas des certitudes. Et Marguerite a emporté son secret dans la tombe. Seigneur, je vous rappelle que nous ne nous occupons pas de la succession de Louis. L'enfant de Clémence est encore à naître. Et l'on verra alors seulement s'il est mâle ou femelle. Il s'agit de la régence du royaume. Veuillez me pardonner de troubler le conseil. J'ai une communication à vous faire. Eh bien, parlez. Il vient de se produire un fait extrêmement grave. Feu le roi, tandis qu'on embaumait son corps. Un chien est entré dans la chambre. Nul n'y avait prêté garde. Il a léché des linges qui avaient servi à ôter les entrailles. C'est là votre grande nouvelle? C'est que, monseigneur, le chien est mort. Mort? Oui, monseigneur. Il est aussitôt tombé en douleur, s'est mis à geindre et à se vider. Poison? Monseigneur, si l'on a voulu attenter à la vie du roi, il est à redouter qu'on ne veuille aussi supprimer l'enfant à naître. Je demande une garde de 6 écuyers en armes et à mes ordres, de jour et de nuit, pour veiller à la porte de la reine et l'interdire à toute main criminelle. Il en sera fait comme vous le demandez. Je propose que le conseil s'ajourne jusqu'à demain. Un chien trop vorace avait pour longtemps installé méfiance et suspicion dans leur royaume. Quelques heures plus tard, un chevaucheur galopait vers Lyon par le chemin le plus court. Officiellement, il était dépêché au cardinal d'Huez, mais sa mission le conduisait aussi auprès du comte de Poitiers, auquel il devait faire savoir qu'il y avait présomption de poison sur la mort du roi. Ce chevaucheur était Guccio Baglioni. En ce début de juin 1316, les destins de la France étaient sur les routes.